Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. 2235. La Terre tourne toujours. Les humains aussi, même s'ils ne tournent pas toujours rond. La Chine demeure la première puissance mondiale. Il n'y a plus aucune femme au pays de Confucius. Pour contrer les naissances, l'homosexualité est une loi. Un Chinois qui se fait surprendre avec une poupée gonflable du sexe féminin est condamné à 10 ans de travaux forcés. C'est le gouvernement chinois, en collaboration avec ses médecins, qui fabrique les bébés en appellation contrôlée. Certains Chinois ressortissants tentent de traverser la mer du Japon pour se payer une geisha cyborg. Mais le gouvernement japonais protège bien ses frontières et aucun humain ne veut être capturé par les samouraïs du 27e régiment de l'empereur. Leur torture préférée? Une minuscule pièce dans laquelle le prisonnier est soumis 24 heures sur 24 à des flashs d'appareils photographiques tout en écoutant à tue-tête une musique pop électro lounge funky d'un groupe rock japonais. Une folie garantie. Ici, en France, Macron 23 est toujours à la tête du gouvernement suite à son putsch d'il y a plus de 2 siècles. Assassiné lors des élections en 2022 par un partisan du Parti Vert, ses clones successifs dirigent le pays. La majorité des rescapés français vivent sur l'île de Paris. La mégapole compte plus de 30 millions d'habitants. Quelques terres existent toujours autour de Paris, mais la majorité des aliments et des animaux sont fabriqués en laboratoire. Une bonne partie des régions telles que les Landes de Gascogne, le Massif vosgien central, les Corbières, les Alpes externes du Sud, les Cévennes et les Pyrénées cathares ont été fermées en raison de la déforestation complète en 2047. L'élévation de la mer, due au réchauffement de la planète, a monté et a enseveli une bonne partie de la France. Hier, à l'extérieur du dôme de la mégapole, il faisait moins 30. Aujourd'hui, il fait 28. Mais à l'intérieur, le climat est stable. Je m'appelle Édouard Rompré. Je suis professeur d'histoire à l'université. Je souligne en ce moment même la fin d'une session en sirotant un verre de dextrométhorphane aux myrtilles au bar L'Éphémère. Le lieu est rempli à pleine capacité. Assis sur mon tabouret, à l'extrême gauche du bar, j'ai une vue sur l'entrée du lieu et sur l'immense colosse qui assure la sécurité. Il mesure 2,25 m et impose le respect, mais lorsque je plonge dans son regard absent, ma confiance de petit homme amoindri par sa constitution physique me félicite d'avoir un esprit supérieur à ce primate. La fille derrière le bar est le prototype dernier cri. Ses seins volumineux défient les lois de la gravité. Sa colonne, trempée dans l'acier, l'aide à supporter cette immense poitrine surdimensionnée qui lui procure de gros pourboires. Celle qui m'intéresse le plus, c'est la chanteuse Tessara, plus loin au fond de la salle. Elle est si petite, si menue, mais elle possède une voix chaude, enveloppante et sensuelle. Elle est accompagnée d'un moussi du désert à la flûte qui se fond dans le décor, laissant toute notre attention braquée sur le jeu rapide de ses doigts qui parcourent l'instrument. 3 gros écrans plats en plasma synthétique suspendus au plafond nous rappellent le malheur des autres peuples avec les multiples guerres qui s'y déroulent. Comme pour nous dire que nous sommes chanceux et pour nous empêcher de nous rebeller. Le regard perdu dans le nuage bleuté de la scène, habité par l'artiste, mes pensées vagabondent librement, pendant que mes oreilles se donnent à entendre ces sons tantôt apaisants, tantôt assourdissants. Spontanément, je tourne le regard sur une superbe femme qui fait son entrée. Sa beauté est sublime, son regard est rieur et son corps athlétique. Et ses seins... Merde! Elle a pas de seins, je rêve! C'est une fille de la zone interdite. Tout est naturel chez les sauvages des terres abandonnées. Ils n'ont jamais subi d'intervention chirurgicale. J'aperçois par le reflet de l'éclairage au plafond, sur son front, ce que les anciens livres de médecine appellent une ride. Wouah! Ce n'est pas un mythe? Cela existe? Je ne suis pas le seul à la dévisager. Que fait-elle ici? Elle risque beaucoup en s'exposant à la faune grouillante urbaine. De nombreux mercenaires issus de la secte Zirta possédant une peau translucide, parce que leur religion les oblige à dormir dans l'eau, pourraient la capturer sans scrupule. Les sauvages ont une grande valeur sur le marché des esclaves. Contrairement aux humanoïdes qui finissent tous par se ressembler, les sauvages offrent une constitution physique et intellectuelle fortement prisée par la classe des riches. D'après le docteur Wattock, il n'y a aucun contrôle des naissances. Tout se déroule librement dans ces tribus nomades. J'ai vu souvent des sauvages à la télévision, mais jamais en vrai. Le regard de la grande brune parcourt le bar et scrute les différentes formes du lieu. La sauvage se dirige vers moi. Je déglutis. Merde. Professeur Rompré? Je suis Shakti. Puis-je vous parler? Oui. Pas ici. Sortons. Aussitôt, elle se dirige vers l'arrière. Je la suis, sous la pesanteur des regards accusateurs. Nous franchissons le long corridor qui mène aux toilettes. À droite, la sortie de secours qui donne sur la ruelle. Par la petite fenêtre, je perçois la lune orangée et ronde qui donne l'impression qu'elle va accoucher d'une autre lune. Cette femme respire la pure lumière. J'ai l'impression de la connaître.
Mon subconscient veille à me donner cette illusion. Mon père est le chef du clan des Saiwa. Il a rêvé de vous. Vous devez venir dans notre village. Écoutez, je ne vous connais pas et je n'ai pas l'habitude de suivre des étrangères, aussi belles soient-elles. De toute façon, après que vous ayez été vu avec moi, il est trop tard. Mais non, voyons, je suis un professeur fort respecté et les autorités n'oseront jamais. Une voix tonitruante gueule. Ils sont là! Attrapez-les! Je l'ai suivi. Ma tête voulait rester et se vautrer dans mon confort bourgeois, vivre comme tout le monde dans la zone protégée, mais mon cœur voulait partir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écouté mon cœur. Nous sommes arrivés à la lisière de la forêt. Le peuple qui se tient debout, les arbres nous ont accueillis. J'avais l'habitude dans la mégapole de voir des hologrammes projetant l'image d'arbres, mais des vrais, des vivants, qui poussent depuis 200 ans. Ouf! J'ai ressenti un apaisement et une protection. Je me suis mise à pleurer. C'était trop en même temps pour ma petite personne. Les odeurs de la forêt, le bruit de la rivière, les feuilles mortes sur lesquelles nous marchions, les feuilles vivantes dans les arbres qui chantaient sous le vent, le silence imposant l'absence de la parole. Mon travail me permettait de me payer souvent des sessions de voyage virtuelles, reproduisant la faune de nos ancêtres de l'avant-déluge. Mais jamais ce programme aurait pu égaler en intensité ce que je vivais en ce moment même. Sans me prévenir, elle m'a cloué au sol. Elle m'a fait signe de me taire. Elle a commencé à me toucher à un endroit inusité, ce que les Tibétains appellent le troisième œil. Shakti l'appelle le clitoris cosmique. J'ai fini par atteindre un orgasme fulgurant, interminable, qui m'a fait gueuler comme jamais. Cette stimulation a fait exploser une énergie bloquée, divine. J'étais en train de me répandre en gémissements quand elle m'a saisi par la nuque et qu'elle m'a mordu à pleine capacité comme une hyène. Là aussi j'ai gueulé, mais de douleur. Elle a maintenu sa prise sans que je puisse y faire quoi que ce soit, la face écrasée contre la terre humide. Quand elle a eu fini, je pensais que j'étais mort. D'une certaine façon, oui. Jamais je ne m'étais senti aussi léger de toute ma vie. J'étais né à nouveau. Elle m'a montré dans un pot en plastique ce qu'elle venait de soustraire de moi. Une substance noire, gluante, vivante, sortie de mon cou postérieur. Nous l'avons brûlée la nuit même dans un immense feu lors d'une cérémonie, moi et sa tribu. Le lendemain, tout s'est déroulé très vite. La vigie du village a sonné l'alarme. Nous avions été suivis. Nous avons rapidement formé un gros cercle autour du feu, comme dans mon rêve. Ma mémoire onirique me revenait. Les chants sacrés ont commencé. Nos vibrations se sont élevées jusqu'à nous rendre invisibles. J'ai vu les soldats arriver, prisonniers dans le carcan de leur représentation mentale. C'est là que j'ai compris pourquoi les autorités de la mégapole ne réussissaient jamais à retrouver les sauvages de la zone interdite. C'est là que j'ai compris que les tabloïds, contrôlés par les autorités, inventeraient une histoire sur ma disparition. C'est là que j'ai compris que je ne reviendrai plus jamais. Vous venez d'écouter Nuke, une nouvelle 100% inédite de Patrick Blais. Narration Mehdi Marion. Sound design Meryl M. Réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.